Bonjour et bienvenue sur cette saga Power Pivot, tableau de bord de trésorerie, donc faisable autant sur Excel que sur Power BI. Ça va être un petit peu les mêmes principes, en tout cas sur Power BI Desktop. Et dans cette saga, eh bien, on va dérouler le process habituel de transformer des données, puis aller jusqu'au bout et créer un beau tableau de bord. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au niveau 1. Donc le but final dans ce niveau 1, c'est de créer un tableau de bord qui ressemble à ceci, ou mieux que ça, bien sûr. Euh, je ne doute pas une seule seconde de la capacité de tout à chacun de faire mieux que moi. Visuellement, j'entends par là. Et dans ce tableau de bord, eh bien, on va suivre la trésorerie nette, on va suivre les mouvements nets de trésorerie, les flux. On va voir d'où vient l'argent, où est-ce qu'il part, combien de temps est-ce qu'on met à se faire payer, combien d'argent est-ce que de mois en mois on a chez les clients réellement parce qu'on a émis la facture et pas encore été payé. Ce genre de choses, et bien sûr, il faut que ce soit complètement dynamique, donc on passe par des segments. Donc le but du jeu, c'est de partir d'abord de nos tableaux. Alors pour ce cas pratique en particulier, ou cette saga en particulier, eh bien j'ai été plutôt light sur la partie transformation de données, voire très très light. Et puis ensuite, on va créer ce qu'on appelle le modèle de données, donc relier plusieurs tableaux entre eux pour pouvoir calculer des indicateurs communs et enfin tableau croisé dynamique puis graphique. Alors sans plus attendre, eh bien on va le télécharger. Donc on lance le téléchargement, on va ouvrir le fichier directement et c'est parti. Donc on va les laisser s'ouvrir petit à petit. euh, et puis on atterrit sur la feuille résultat à obtenir. Donc ça c'est un screenshot de ce qu'on devrait obtenir à la fin, mais aussi un screenshot de quelques étapes intermédiaires, dont les tableaux croisés dynamiques qui font tourner les choses derrière, et enfin le modèle de données, donc comment est-ce que les tableaux sont reliés entre eux et avec une table des mesures à côté dans laquelle on va stocker tous nos calculs qu'on va mettre directement dans les tableaux croisés dynamiques, donc, trésorerie de départ, encaissement, flux, etc., etc. Donc, quelles sont nos sources? Elles se trouvent déjà toutes ici. Donc ici, on a le tableau des factures avec la date d'émission, donc sur laquelle on se baserait si on était en train de calculer un chiffre d'affaires, et puis la date de paiement sur laquelle on va se baser pour calculer tous les mouvements de notre compte en banque, parce que notre compte en banque ne bouge que s'il y a de l'argent qui rentre ou qui sort, donc date de paiement qui sera intéressante. À côté, on a un autre tableau avec les autres encaissements, donc des encaissements qui ne viennent pas de factures, donc ça peut être des subventions, des emprunts, des retours d'investissement. De l'autre côté, on a les décaissements, bah oui, on a vu les entrées jusqu'ici, on n'a pas vu les sorties, bah les voilà. Donc ici, on a des encaissements, des décaissements selon le type de décaissement que c'est. À noter que c'est des nombres négatifs ici, donc à garder en tête quand on va faire nos calculs. Pourquoi? Parce que si je fais flux de trésorerie est égal à encaissement moins décaissement, bah, je vais juste faire encaissement plus décaissement parce que c'est moins par moins, ça fait plus. Donc gardez ça en tête. Et puis forcément, vu qu'on commence pas forcément à zéro, on a un compte en banque initial à en prendre en compte. Donc ça ne viendra pas jouer sur les flux de trésorerie parce que c'est l'initial, mais ça jouera sur ce qu'il y a dans le compte en banque au final. Ok, maintenant, revenons à la table des factures. Ici, j'ai une date de paiement et j'ai une date d'émission. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir aussi une date d'échéance. Parce que si je veux calculer un retard de paiement potentiel, dire voilà, j'ai une échéance au 30 janvier, le gars il est payé le
3 février, donc il a payé 3 jours trop tard, eh bien, c'est avec ça que je pourrais comparer. Pour l'instant, j'ai pas cette info-là. Donc, je vais définir la règle moi-même, enfin, définir la règle. On va simuler le fait que les factures sont censées être payées le 30 jours après la fin du mois courant, c'est-à-dire si j'émets ma facture le 16 décembre, eh bien la date d'échéance ce sera le 30 janvier, donc je vais jusqu'au 31 décembre, puis j'ajoute 30 jours. Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'une colonne. Donc je vais passer par Power Query et c'est à peu près ça, plus une autre colonne qu'on va ajouter sur Power Query, mais autrement, comme je disais, ça va être plutôt light sur la partie Power Query. Donc je vais faire un clic droit sur n'importe quelle cellule de mon tableau et je vais faire obtenir les données à partir d'un tableau ou d'une plage. Donc ça va m'ouvrir Power Query qui est le logiciel ETL, on va dire d'Excel et de Power BI. Donc c'est pour ça que je disais que les deux cas pratiques, le cas pratique il est faisable sur Excel et sur Power BI pour la simple raison que en fait ça va être le même cheminement. En tout cas sur desktop. Donc importer les données, les transformer sur Power Query éventuellement, et puis les envoyer dans le modèle de données, les relier entre eux, puis faire des mesures, puis faire le rapport. Donc ça s'appelle rapport hein, sur Power BI, mais c'est exactement la même chose. Alors, première chose, je remarque qu'il y a un problème ici avec mes dates, justement. Là, j'ai affaire à des dates et heures, parce qu'il me dit voilà 15 janvier minuit, tout est à minuit, aucun intérêt pour moi. Donc je vais lui dire de bien me mettre ça en date en cliquant sur l'icône à côté et non pas en date et heure. Il va me demander si je veux remplacer. La réponse est oui. Et je vais faire la même chose pour la date d'émission. Maintenant que c'est fait, je peux calculer ma date d'échéance. Donc je pourrais le faire en plusieurs étapes, mettre la fin du mois puis ajouter des jours. Mais je vais le faire plutôt avec une colonne personnalisée pour économiser des étapes et pour au final aller plus vite. Donc je vais ajouter une colonne, donc dans le menu ajouter une colonne, colonne personnalisée, on va l'appeler date d'échéance, et je vais lui dire, ok, il me faudrait la fin du mois de la date d'émission, donc comme toujours, hein, les fonctions en M pas toujours, mais en tout cas dans 90% des cas, 99% des cas, c'est type de données, point, ce qu'on veut en faire. Donc là, on a affaire à des dates, point, et puis je veux la fin du mois, donc ça va être end of month, et je l'obtiens ici dans les propositions. Attention, petite blague de l'éditeur, il a tendance à doubler le date. On ouvre la parenthèse, il me dit de quoi je parle. Bah, c'est la date d'émission. Ok, sauf que là, je viens de m'occuper de la partie fin du mois. Mais je ne me suis pas occupé de la partie 30 jours. Donc je serais tenté de faire plus 30. Et non, c'est une terrible erreur. Pourquoi? Parce que d'un côté on a une date, de l'autre côté on a un nombre, on ne peut pas additionner les deux. Par contre, ce qu'on peut additionner, c'est les dates et les durées. Donc je vais lui dire, non, je veux la version en jours de ce 30. Donc pour ça, je vais utiliser hashtag duration. Et là, je vais mettre 30 jours, 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Et puis, je peux valider. Donc là, j'obtiens bien 30 janvier, comme je disais pour le 16 décembre. Et puis, si je descends, j'obtiens bien, là, c'est 1er mars, parce qu'il y a moins de jours en février, etc., etc. Sauf que là, j'ai ABC 1, 2, 3. Je serais tenté de faire ça. Sauf que là, je vais ajouter des étapes pour rien. Je vais juste venir dans la formule qui a été créée, et puis je vais mettre une virgule entre les deux dernières parenthèses. Et là, il y a un argument facultatif, un nullable, ça veut dire facultatif, dans lequel je peux prédéfinir le type de colonne. Donc là, je vais dire type date, parce que c'est des dates. Ok,
Donc là, on a notre date d'échéance, ce qui veut dire que derrière, dans nos mesures, on pourra faire le calcul entre la date d'échéance et la date de paiement pour dire, voilà, en moyenne, mes clients ont plus tendance à être des retardataires, des mauvais payeurs, entre guillemets, ou au contraire, j'ai aucun problème avec mes clients, tout se passe bien, je relance à temps, ou parfois même pas besoin de relance. Mais ça, c'est, on rentre dans les détails. Ok, deuxième colonne qui serait intéressante, c'est dire, ok, est-ce que j'ai des créances qui sont actuellement en retard? Enfin, des factures qui sont en retard, c'est-à-dire qu'elles ont dépassé leur date d'échéance et qui sont toujours pas payées. Donc là, on a un statut, si on regarde, hein, je vais faire charger plus parce que là, ça va être plus. On a payé ou non payé. Donc on a deux choses. Si c'est non payé et que on a dépassé la date d'échéance, alors elle est en retard. On va se créer donc une colonne personnalisée. Donc ici, on va lui dire, c'est juste une colonne oui-non, hein, réellement, retard de paiement. Comme ça, on pourra calculer le nombre de factures et donc la somme en retard. Donc là, soit si c'est en retard, je mets retard, si c'est pas en retard, je ne mets pas retard. Donc si la date d'échéance est dépassée, alors vu que là, en l'occurrence, j'ai des dates de 2024, je suis en mars 2026, peut-être qu'elles ont déjà été payées, mais disons que on va simuler qu'aujourd'hui, en fait, c'est le 31 décembre 2024. Donc, statut égal à non payé. Et là, j'aurais dit et que la date d'échéance, en fait, elle est inférieure à aujourd'hui. Mais là, elle sera forcément inférieure à aujourd'hui parce que les données sont complètement simulées et qu'elles sont 2 ans en arrière. Donc, on va dire, OK, la date d'échéance est inférieure à hashtag date 2024 12 31. Alors, en retard. Donc ça, c'est pas conseillé de le faire hein, quand vous êtes sur une étude plus dynamique, mais je suis contraint de le faire parce que les données sont vieilles et que du coup, bon, je veux quand même démontrer ce que je veux démontrer. Alors, alors quoi? Donc j'ai bien mis end pour lui dire et que. Alors, elle est clairement en retard. Sinon, on laisse vide. Donc else, nul. Ah oui, je l'ai écrit déjà, then. Pardon. Donc else, nul. Donc on peut valider. Et puis cette fois, on va revenir à la fin et lui donner un type. Là, en l'occurrence, c'est type texte, puisqu'on a écrit en retard. Et on peut valider ça. Et c'est à peu près ce qu'on a à faire comme transformation, ou en l'occurrence ajout, au niveau de Power Query. Mais du coup, je vais renommer quand même la requête, je vais l'appeler facture. Au lieu de tab facture, on va mettre un nom un peu plus français, un peu plus propre. Et ensuite, je vais créer une table où je peux stocker mes mesures. Donc je vais faire partir sur une requête vide. Et puis, je vais lui dire est égal à x. Euh, ouais, ouais, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Ou alors, mesure égale à rien. Donc là, je crée essentiellement une colonne mesure. Donc là,
il a tendance à me faire ça sur deux colonnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans transformer, pivoter ça et lui dire de ne pas agréger parce que je n'ai pas envie d'agréger. Et là, j'ai une colonne, mesure, peu importe son type. On peut garder ça, on va l'appeler cette table des mesures. Donc elle n'a pas forcément de vocation à part d'être réceptacle des mesures. J'aurais pu mettre les mesures dans n'importe quelle autre table, mais je voulais faire un peu plus propre. Et nous avons déjà fini la partie Power Query. Donc on va envoyer ça vers le modèle de données. Donc on va aller dans Accueil et plutôt que de cliquer sur Fermer et charger, on va faire Fermer et charger dans. On va ne créer que la connexion et ajouter ces données au modèle de données. Et puis on va le laisser charger. Et enfin, on va aller ajouter les autres tables au modèle de données. Donc on va dans l'onglet Power Pivot, ajouter au modèle de données, et on va faire ça une par une parce qu'il n'y a pas forcément besoin de transformation. Décaissement, ajouter au modèle de données, et enfin départ. Pas le bon onglet, maintenant si, ajouter au modèle de données. On va en profiter pour renommer les tables dans Power Pivot en quelque chose de plus français. Ok. À partir de là, sur Power Pivot, eh bien, on va se retrouver dans le modèle de données et plus précisément dans Accueil, vue de diagramme, et c'est ça qu'on va voir. Maintenant, on va mettre un peu d'ordre dans tout ça et surtout faire les liens entre les tables en fait. Donc là, ce que j'aime bien faire, c'est mettre les tables de faits, et je vais revenir sur ce que c'est en bas. Donc les tables de faits, ça va être les tables dans lesquelles on va calculer directement des indicateurs. Par exemple, dans décaissement, je vais vouloir calculer des indicateurs qui sont liés à l'argent qui sort. Dans les factures, ça va être plutôt des questions de calculer l'argent qui rentre. Donc faire des calculs directement, donc souvent avec au moins une colonne chiffrée. Et puis on a des tables qui apportent du contexte. C'est-à-dire par exemple, si je veux suivre le mouvement de ma trésorerie, je vais avoir besoin d'un calendrier. Parce que, en fait, cette table de contexte ou de dimension, si on veut l'appeler de manière plus technique, va apporter du contexte, va apporter des données supplémentaires qui sont plus d'ordre descriptif, qui sont plus complémentaires aux tables de faits. Donc le problème ici, c'est qu'on ne peut pas relier les tables de faits directement entre elles, ou c'est une mauvaise idée en fait. Pourquoi? Parce que on ne peut pas utiliser une table de faits comme référentiel d'une autre, en tout cas c'est une très mauvaise idée. Donc on va supprimer cette relation et s'ajouter un calendrier qui sera le référentiel commun de toutes ces tables. Donc on va aller dans Conception, table de date et Nouveau. Donc là, avantage de Power Pivot par rapport à Power BI, c'est qu'il est capable de créer lui-même le calendrier. Sur Power BI, il faudrait le créer soit en codant sur Power Query, soit en codant en DAX. Et donc DAX, ça va être le langage qu'on va utiliser pour faire nos mesures. Donc dans tous les cas, on va voir ça tout de suite. Donc là, on a notre table de date
et puis on peut relier ça à toutes. Donc là, je relie ça à la date d'émission, je vais relier ça aux autres encaissements, au décaissement, et à la trésorerie de départ. Donc c'est déjà pas mal comme modèle de données. Donc là, on a relié toutes les tables, mais il y a encore un problème avec les factures. C'est que là, notre référentiel de date est relié à la date d'émission, pas à la date de paiement. Donc si on veut faire des calculs par rapport à la date de paiement, ben, ça va être un peu plus gênant. Donc on peut très bien ajouter une deuxième relation entre la deuxième table, mais la règle c'est, et voyez comme quoi il y en a une en pointillé, une en très plein, c'est qu'il n'y a toujours qu'une seule relation active, le mot-clé étant active, entre deux tables. En d'autres termes, on peut choisir d'activer le deuxième lien quand on en a besoin dans notre mesure, mais par défaut, c'est la relation active qui prend le pas. Donc en gardant ça en tête, eh bien, on peut commencer à faire nos mesures. Donc on va retourner dans Accueil, et surtout, on va retourner dans Vue de données. Alors avant d'aller plus loin, petit détail avec le calendrier, il faudra toujours penser, quand vous ajoutez un calendrier, que ce soit sur Power BI ou Power Pivot, de trier la colonne mois par le numéro pour éviter des tris un peu bizarres où on a les mois mélangés parce qu'il n'arrive pas à comprendre qu'il y a une progression chronologique de mois en mois parce que ça c'est du texte. Et donc on va lui dire trier par colonne et puis je vais choisir numéro du mois pour bien lui dire d'aller de 1 à 12 par le numéro du mois, même si je ne mets pas le numéro du mois. Maintenant que c'est fait, eh bien je peux commencer à faire mes mesures. Donc je vais aller à ma table de mesure et je vais commencer à créer tout ça. Donc on va commencer par les mesures les plus simples. Donc qu'est-ce que je peux calculer directement? Si je regarde ici, si je veux calculer par exemple mes encaissements de factures, bah, je vais plutôt me baser sur la date de paie, donc il va falloir le signaler à la mesure que je vais m'occuper de la date, regarder au niveau de la relation inactive, donc ça c'est pas le plus simple. Par contre, le plus simple c'est de calculer les autres encaissements, c'est juste le total de ça, les décaissements, c'est juste le total de ça, et la trésorerie de départ qui c'est juste le total de ça, du coup c'est le total de 19 527. Donc on va commencer par ces trois-là. Toujours, ce que j'aime bien dire, c'est quand on commence à faire des mesures, on peut commencer par le B à bas et après décliner tout ça dans des mesures un peu plus complexes, un peu plus sophistiquées. Et donc là, on va créer alors, nos mesures, on va lui donner un nom autre. Euh, autre encaissement, autres entrées. Alors pourquoi j'ai pas mis autre encaissement? Parce que j'ai appelé mon tableau autre encaissement et du coup il risque de pas comprendre. Je vais tenter quand même. Et puis je vais lui dire c'est la somme. Donc là on fait du DAX qui est un langage d'analyse de données, donc Data Analysis euh, Expressions, mais qui ressemble beaucoup quand même en termes de structure et de nom de formules, de fonctions, à des fonctions Excel, mais en anglais. Donc c'est ça de ça que je parlais quand je parlais de DAX tout à l'heure. Donc là, pour le coup, autre encaissement, je cherchais dans la table autre encaissement, et c'est le montant. Alors, on va voir s'il accepte. Et non, il n'y a pas de conflit avec le nom de table, c'est seulement avec les noms de colonnes a priori. Et donc je vais en profiter également pour typer la colonne, c'est-à-dire lui donner un format, si on parle un peu plus en langage Excel, typer la mesure plutôt, pour lui dire que c'est des euros. On enchaîne avec les décaissements, comme je disais.
pareil, c'est la somme de notre tableau de décaissement. Et bien sûr, c'est le montant TTC. Bien sûr, il faut penser TTC hein, quand on parle de trésorerie, parce que l'argent qui part en TTC, eh bien, il est payé en TTC. Toutes taxes comprises. Pareil, je vais enlever les décimales, donc les centimes. Et puis, je vais faire la dernière, la trésorerie de départ. Je vais faire 2 points égales et c'est la somme de départ. Compte en banque initiale. Pareil, c'est de l'argent. Ne pas cliquer trop vite, effectivement. Et puis, on a fait toute la partie somme. Là, on va rentrer dans des questions un peu plus complexes. Maintenant, on va partir sur encaissement de facture. Donc, ce serait tentant de faire juste une somme bien, de la colonne montant TTC des factures. Sauf que le problème, c'est que ça, vu que par défaut, le référentiel de date, c'est la date d'émission, donc qui va nous dire, voilà, j'ai mis une date le 16 décembre, bon, bah, j'ai gagné, en tout cas, mon compte en banque a augmenté de temps le 16 décembre, ce qui n'est pas bon. Donc, on va valider ça dans un premier temps, et puis on va affiner. Alors, quand je dis affiner, ça veut dire modifier le contexte de filtre. Quand je veux dire filtre-moi sur telle ou telle date, je parle de la date de paiement et pas la date d'émission. Donc pour ça, je vais utiliser la fonction calculate. Et après le point virgule, je vais lui dire d'abord que le statut doit être payé, hein, sinon ça n'a aucun intérêt de l'inclure ou pas au calcul. Et le deuxième critère, c'est bien qu'il utilise la relation entre le calendrier, donc la colonne date, et notre date d'émission, et non pas la date de paiement. Le contraire. Date de paiement et non pas la date d'émission. Toujours pas. On va fermer la parenthèse. Et là, d'apparence, on obtient le même résultat. Parce qu'au final, là, c'est un résultat global. Donc le total, le fait qu'on lui dise de regarder la date d'émission ou date de paiement, ça change rien parce qu'on n'est pas lié à une date. Mais par contre, derrière, dans nos tableaux croisés dynamiques, ça changera beaucoup de choses. Et pareil, on va typer ça en euros. À partir de là, on peut calculer les flux de trésorerie. Net. Et ça va être autre encaissement plus encaissement facture plus les décaissements. Bien entendu, plus pour une raison bien précise. Et puis on peut valider. Donc là, pareil, on obtient à peu près
377 000 euros. Alors maintenant, on pourrait, pour sécuriser la chose, on va faire total encaissement, que ce soit autre ou facture. Et là, ça va être encaissement de facture plus autre encaissement. Et pareil, on va typer la mesure. On n'est pas obligé de le faire un par un en vrai. On aurait pu le faire à la fin, mais l'idée aussi, c'était que j'insiste sur certaines notions. Et puis juste après, on va s'attaquer à la trésorerie nette où ça va être un peu plus compliqué. Maintenant, ce qui est de la trésorerie nette, eh bien, je disais que c'était énormément plus compliqué pour la simple raison qu'en fait, on doit garder en mémoire tous les mouvements qu'il y a eu entre la première date où il y a eu un mouvement et ben, trésorerie de départ comprise, et bien entendu le moment où on est en train de regarder. L'état de mon compte en banque, c'est la somme de toutes les entrées et les sorties qu'il y a eu depuis le début. Et donc je ne peux pas juste faire une somme, parce qu'en fait, si je fais une somme là-dessus, eh bien, juste j'additionne les mesures, ben, il va me prendre les découpages. Donc, d'où le côté flux de trésorerie. Flux de trésorerie, c'est combien j'ai dépensé, non, combien j'ai encaissé, moins combien j'ai décaissé dans la journée, dans la semaine, dans le mois, peu importe. Et c'est ça. Là, le compte en banque, il contient tout l'argent qui est rentré, moins l'argent qui est sorti depuis le début du mois. Donc, on va devoir jouer avec le contexte de filtre pour lui dire de garder absolument tous les mouvements qu'il y a eu depuis le début. Et donc, je vais lui dire, ok, d'abord, je vais utiliser Calculate, comme pour tout à l'heure avec le Use Relationship pour retoucher le contexte de filtre. Donc là, on parle bien de total encaissement, ou même, pas forcément, je vais dire flux de trésorerie nette. Donc bien sûr, je lui dis tous les mouvements, plus bah, la trésorerie de départ. Donc trésor de départ. Et je vais lui dire de garder, alors je vais le faire en plusieurs morceaux. D'abord, je pourrais utiliser all pour lui dire on désactive tous les filtres, je regarde pour toute l'année. Or, c'est pas ça que je veux faire. Donc, je veux le all, mais un all un peu partiel. Donc, je vais le mettre dans un filter. Donc, cette fois, je veux bien prendre all de mon calendrier. Donc, je vais filtrer tout le calendrier en mettant bien le all pour lui dire de pas, surtout pas, le découper selon le tableau croisé dynamique, mais de garder tout. Mais en lui ajoutant un filtre autour pour lui donner un critère. Et je vais lui dire, bah, en fait, je voudrais que ma date soit inférieure ou égale à la date que je suis en train de regarder. Donc max de calendrier date. Donc la colonne date de mon calendrier. Je vais fermer la parenthèse et normalement j'ai bon. Alors, je vais revenir dessus. Donc pour le coup, le all, ça supprime tout filtre. Donc si je mets juste all, bah, il va juste me mettre le total sur toute l'année. Donc il n'y aura aucun découpage, quel que soit ce que je mets dans mon champ ligne ou dans mon champ colonne du tableau croisé dynamique. Et ensuite, vu que le all, c'est un peu trop violent, je vais rajouter un filter autour pour lui dire que je regarde uniquement les dates inférieures ou égales à la date où on est en train de regarder. Donc, max.
ou min, ça aurait été pareil. Et puis je peux valider. Et donc là, normalement, en termes de total, ça devrait à peu près correspondre à en fait le total des flux. Donc ici, on a 377 000 plus le départ, donc 19 527. Ça a l'air de faire à peu près 396 000. On va typer également la mesure et passer à la suite. Ok. Maintenant, on voudrait peut-être calculer le délai moyen de paiement, ou connu en anglais, je crois, c'est DSO, Day Sales Outstanding, quelque chose comme ça. Délai moyen de paiement. Et là, du coup, c'est la moyenne entre la date de paiement et la date d'émission. Donc la période moyenne qui se passe entre les deux. Donc pour ça, on ne peut pas juste utiliser average. Parce que average, tout comme somme, ne prend qu'une colonne. Là, on veut quelque part la différence entre deux colonnes. Donc, on va passer par average x. X qui permet d'itérer, en fait, sur plusieurs colonnes en même temps. Donc, de faire une moyenne où il y a average x, il y a max x, min x, sum x, etc. qui permettent de faire un calcul sur plusieurs, en prenant en compte plusieurs colonnes en même temps. D'abord, est-ce qu'on part directement sur nos factures? Bah, j'ai presque envie de dire non, parce que si on fait ça, on va se heurter au problème de, il y a des factures qui n'ont pas de retard de paiement. Donc ça va fausser le calcul. Surtout là, vu qu'on est un peu de 2 ans après la dernière date, ça risque de mal tourner. Donc je vais filtrer d'abord mon tableau, donc facture, en lui disant je veux que mon statut soit payé. Je vais faire l'analyse que sur les factures payées. Sinon, il n'y a pas vraiment de délai, on ne peut pas calculer un délai sur quelque chose qui n'existe pas. OK. Et ensuite, l'expression, ça va être date diff. Donc, date diff comme sur Excel pour calculer le temps qui est écoulé entre deux dates. Donc, date diff, date d'émission et date de paiement. Et bien sûr, on veut ça par jour. Donc, en général, le délai moyen de paiement, ça se calcule en jours. Et puis on peut valider, et là on est plutôt sur une moyenne de 40 jours. Considérant que c'est du 30 jours fin de mois, ça m'a pas l'air très mauvais. Donc on a plutôt des payeurs réglo. Donc là pour le coup c'est pas de la devise, je l'ai fait un peu machinalement. Je vais le mettre en nombre décimal. D'ailleurs je vais le mettre en jours, hein, tout simplement. C'est à peu près 41 jours. On va pas rentrer dans les décimales. On pourrait de la même manière calculer du coup le retard moyen de paiement, si on veut, qui serait exactement la même chose, mais avec, au lieu de la date d'émission, la date de paiement, bah, pas de paiement mais d'échéance. Donc le retard moyen de paiement, ce serait, bah, pareil, average x. Pareil, on va mettre un petit coup de filter pour regarder que les factures payées. Donc et ensuite, on va lui dire date diff. Cette fois, non pas entre la date d'émission, mais la date d'échéance et la date de paiement.
Et donc là, dans l'idéal, on aurait un résultat négatif. Et c'est le cas, donc on a plutôt des bons clients. On va dire ça comme ceci. Alors, à partir de là, on peut, pareil, mettre en, non pas en devise, mais en nombre décimal, à peu près 4 jours avant le terme. Et donc, on est plutôt bien dans notre entreprise, en tout cas d'un point de vue se faire payer. Pour la suite, eh bien, ce qui serait intéressant, c'est de voir les créances clients, donc l'argent qui, à l'instant T, a été émis mais pas encore payé. Donc soit impayé complet, soit eh bien, on n'a pas encore atteint la date de paiement. Donc là-dessus, on va appeler ça créance client, s'il veut bien. Voilà, très bien. Et puis on va faire deux points égales, et puis on serait tenté de dire, ok, c'est la somme d'abord des montants TTC. Donc là, on ne va pas s'intéresser aux encaissements de factures. Pourquoi? Parce que les encaissements de factures, par définition, sont déjà encaissés. Donc on va devoir refaire le calcul. Ok, sauf que ça, c'est le montant TTC, bon, c'est juste la somme de la colonne. Donc là, il va falloir lui spécifier de filtrer telle ou telle valeur. Dès que je dis filtrer telle ou telle valeur, on passe par un calculate. Ok, maintenant on va entrer nos critères. D'abord, on va lui dire de nous filtrer avec un all toujours. Pourquoi all? Parce que si j'émets une facture en janvier et elle est payée qu'en mars, la créance doit rester en février aussi. Donc toujours, cette fois c'est facture. Et toujours avec le all, donc voilà pourquoi j'ai mis le filter. Et ensuite, je vais mettre en place mes critères. Donc première chose, eh bien, il faut que j'ai émis la facture pour que ce soit une créance client. Donc, on va lui dire date d'émission est inférieure, strictement inférieure ou égale, remarque, ça marche aussi, on va mettre inférieur ou égal à notre max de calendrier date. Donc, la facture a déjà été émise, on a d'autres critères, elle n'a pas encore été payée. Donc, ou alors, elle n'a jamais été payée. Donc, on a deux choix possibles. Donc, on va faire un petit et, qui double esperluette en DAX, ça veut dire et, telle et telle chose doivent être vérifiées. Et donc là, on va mettre un ou aussi pour lui dire soit c'est statut égal à non payé. Dans ce cas-là, c'est clairement une créance client. Soit, alors là, c'est la double barre, donc CTRL ALT 6. Soit, en fait, la date de paiement est dans le futur, supérieure à notre max de calendrier date. Et puis on peut valider, et donc on tombe sur à peu près 35 000 euros à la fin de l'année, ça, mais d'argent qui traîne dans la nature, ou en tout cas chez nos clients. On pourrait adapter la même mesure pour nos nombres de factures. Ça peut être intéressant, le nombre de factures. Donc, facture en attente de paiement à l'instant T. Pareil, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu de lui dire de faire la somme des montants, on va lui dire de juste nous compter les lignes du tableau. Donc, count rows, qui veut dire compter lignes, de notre tableau facture en l'occurrence. Et ensuite, on va mettre en place exactement les mêmes critères. Donc là, en l'occurrence, ça va être
d'abord que la date d'émission, donc bien sûr, ne pas oublier le filter et le all. Donc le coup de filter et le all, pour retenir dans cet exercice, c'est pour avoir tout, mais partiellement. Donc de toujours garder les dates antérieures. Donc all de facture avec comme critère ici, donc d'abord le statut. Non, pas le statut, bien sûr. Là, en fait, on parle de la date. Pardon. Donc la date d'émission inférieure ou égale à notre date considérée. Et, donc pas de point-virgule ici malheureusement dans la fonction filter. Et bien sûr, la même chose, notre date de paiement est supérieure à la même chose. Donc max de calendrier date. Ou bien elle est tout simplement pas payée. Donc statut égale à non payé. J'ai oublié de fermer la guillemets avant de fermer la parenthèse. Donc en fait, voilà, quand je mets une parenthèse sur deux conditions, en gros je dis ça et soit ça, soit ça. Et je ferme la parenthèse et je valide et je tombe sur 83 factures qui sont pas payées à la fin de l'année. Et bien sûr, ça va changer selon le TCD que je vais créer, donc le tableau croisé dynamique. On finit les mesures principales en calculant les vrais retards actuels. Donc on va faire donc d'abord le nombre de factures, ensuite les créances, factures non payées à l'instant T. Et du coup, ça va être d'abord je vais commencer par dire ok, bah, c'est le nombre de lignes dans le tableau, et après je vais mettre un calculate autour pour installer mes critères. Donc count rows de mon tableau facture. Donc pas de all cette fois. D'ailleurs, on n'avait pas mis de all tout à l'heure. Et ensuite, on va mettre ça dans un calculate. Et notre seul critère, c'est que le statut soit égal à non payé. Donc là, c'est normal qu'ils nous disent 83 parce qu'il évalue à la fin de l'année. Pareil, montant non payé ou créance en retard, on va l'appeler. Et pareil, on va lui dire que c'est la... on va faire direct, calculate la somme de notre montant TTC avec le statut non payé. Très bien. On peut d'ores et déjà, alors après avoir typé bien sûr la mesure, parce que c'est important, on peut d'ores et déjà créer nos tableaux croisés dynamiques et lancer la vraie analyse. Donc là, on a fait des calculs préparatoires à mettre dans nos tableaux croisés dynamiques. Donc vous l'aurez compris, l'intérêt du DAX, c'est de pouvoir faire des tableaux croisés dynamiques plus pointus que juste des tableaux croisés dynamiques, des sommes, des moyennes et des nombres. Et à partir de plusieurs tableaux en même temps. Donc c'est ça l'intérêt de Port Pivot ici. Et donc on va cliquer sur tableau croisé dynamique. On va lui dire feuille de calcul existante. On va cliquer sur la feuille rouge parce que j'ai préparé une feuille calcul. Et je vais lui dire de me mettre ça ici par exemple.
le tableau croisé dynamique 15, il n'a rien à faire là. On va le supprimer. Alors, à partir de là, eh bien, j'accède un petit peu à tous les tableaux en même temps dans mon tableau croisé dynamique. Je vais bouger ma tête un peu plus à gauche, comme ça on pourra toucher au champ plus facilement. Et on va commencer ici, a priori, par les flux de trésorerie hebdomadaires. Donc là, je vais mettre plus de champs dans calendrier. Je vais mettre année. Et puis ensuite, je vais lui mettre semaine. Mais on ne voit pas de semaine. Donc il va falloir ajouter cette colonne. Sauf si je l'ai raté. Numéro du mois, mois, numéro jour la semaine, jour de la semaine. Donc je vais retourner dans Power Pivot. Je vais aller sur mon calendrier et je vais lui ajouter une colonne. Je vais l'appeler semaine. Et je vais lui dire que c'est weeknum. En lui donnant la date, du coup c'est toujours la colonne date. Et ensuite je vais lui dire 2. Vous voyez, 1, il me dit week begins on Sunday, c'est-à-dire que le numéro de chaque semaine change en dimanche. On va rester sur un système un peu plus français. On va dire que ces 2 donc commencent un lundi. Et puis on valide. Donc là, on rajoute une colonne à notre tableau. On peut refermer et utiliser cette colonne d'ores et déjà. Donc elle est là, année et semaine. Et ensuite, on peut y ajouter nos mesures. Donc là où notre mesure, il n'y en a qu'une seule à ajouter. Ici, on va ajouter, alors je ne les ai pas mises dans facture, mais dans la table des mesures. Et là, c'est flux de trésorerie net. Et donc là, on a un traçage hebdomadaire des flux de trésorerie. Donc semaine par semaine, qu'est-ce que j'ai dépensé, qu'est-ce que j'ai gagné. Alors, avant d'attaquer la suite, je propose qu'on ajoute d'ores et déjà les 2 segments. Donc ici, par exemple, je vais lui dire d'aller dans insertion ou dans analyse. D'ailleurs, je vais remettre le ruban. Comme ça, j'ai toujours accès à mes menus. Segment. Et je vais lui dire à partir de mon calendrier, donc dans plus de champs, je veux les segments année et mois, par exemple. Ce que ça fait maintenant, c'est que ça nous permet de ressortir les années que je veux, si je veux que ce soit que 2024, ou bien juste les mois, donc là sur les semaines 9, 10, 11, 12 et 13, voilà mes mouvements. Et donc je les ai insérés dès maintenant. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils s'appliquent à tous les tableaux en même temps. Et donc j'ai pas besoin de refaire les connexions après. J'enchaîne sur le même tableau, mais c'est pas du tout le même tableau, mais la même base. Et cette fois, je veux pas les flux de trésorerie par semaine, mais mon compte en banque à la fin du mois. Donc cette fois, je vais mettre mois. Et donc là, j'ai les mouvements mensuels. Si j'ai envie de récapituler par mois, je l'ai déjà fait par semaine. Et au lieu des flux de trésorerie net, je vais mettre, depuis ma table des mesures, eh bien, la trésorerie nette. Donc là, de ce que je vois, c'est qu'il a eu tendance à me mettre tout jusqu'à décembre. Or, je vois que à partir de mars 2025, il n'y a plus trop de mouvements. Donc, je vais revenir sur mon calendrier, lui dire, bon, on ne va pas faire les calculs pour au-delà de février 2025 parce qu'on n'a pas de données. Et donc, je paramétrer ça comme ceci. Je vais aller dans Gérer. Et puis, voilà, je suis déjà dans mon calendrier. Je vais aller dans Conception, table de date. Et je vais mettre à jour la plage de date. Et au lieu de lui dire du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, je vais lui dire du 1er janvier 2023 jusqu'au 28 février 2025 parce que je vois qu'il n'y a aucun mouvement à partir de mars.
Et là, je vais faire OK, et puis je referme. Et là, j'ai quelque chose de plus cohérent. Et donc, oui, on tombe bien sur le même total. Donc, on peut vérifier. Si je fais OK, j'ai moins, on va dire semaine 1, 2, 3 et 4. Ça me fait en moyenne, non pas en moyenne, mais en total, moins 11 000, probablement un bout du 5. Ouais, plus la trésorerie de départ, on tombe sur 1770. Alors on pourrait comparer en vrai, au lieu de mettre année-semaine, on va mettre année-mois et puis on va remettre après. Alors pas depuis les mesures, le mois bien sûr, depuis le calendrier. Et donc là, on a moins 17 000 sur le mois de janvier, sachant qu'on a commencé avec à peu près 19 000, 1770, ça paraît cohérent. Ensuite, on a fait 1770 plus 45 000, 46 000, ça fait à peu près 47 000, et ainsi de suite. Donc c'est bien la somme des mouvements plus le trésorerie de départ. Donc on n'a pas raté notre coup. Donc on peut renlever et remettre les semaines. Ok, maintenant on va passer directement au troisième tableau, le montant impayé contre les factures impayées. Donc en gros, combien j'ai de factures qui ne sont pas payées, combien ça représente mois par mois. Donc je vais enlever la trésorerie nette d'ici. Je vais mettre ma table des mesures et je vais lui dire OK, a priori montant impayé c'est les créances clients et les factures impayées par mois, ben, c'est les factures en attente de paiement. Et donc là par exemple, en janvier 2024, à la fin du mois, j'avais 133 000, 134 000 euros qui n'ont pas encore été payés, donc qui sont émis mais pas payés, ce qui représente à peu près 311 factures. Et donc là, on a plus de factures, mais moins de créances. Donc ça veut dire que les factures étaient en moyenne plus petites. On peut enchaîner décaissement par type. Donc là, on ne veut plus découper par année-mois. Mais on va aller dans décaissement et on va lui dire catégorie. Bien sûr, trésorerie nette dans catégorie, ça n'a aucun sens. Et puis, on va aller dans notre table des mesures et on va mettre décaissement. Alors, pour ne pas avoir des valeurs mélangées comme ça, on peut trier du plus petit ou du plus grand au plus petit vu qu'on a des valeurs négatives. Pareil, on peut enchaîner sur les encaissements par type. Et donc là, les encaissements par type, il n'y a rien dans ligne. En fait, on a deux types d'encaissements. Soit c'est des factures, soit c'est des autres encaissements. Donc là, pour le coup, je vais juste mettre les deux mesures. Donc ici, autre encaissement et encaissement de facture. Je vais faire passer les valeurs de colonne vers ligne. Comme ça, on y voit mieux. On arrive enfin au dernier tableau croisé dynamique qui va nous servir de base pour le graphique. Après, il restera ceux du début qui vont servir pour les en-têtes qu'on voit ici, donc les indicateurs généraux. Et donc ici, il va s'agir de délai de moyen de paiement par mois. Donc on va remettre année et mois dans notre champ ligne. Et bien sûr, ce n'est pas les décaissements qui nous intéressent, mais les délais. Et donc pareil, dans nos mesures, qui serait dans la table des mesures qui est cachée là-dessous, eh bien, on va aller chercher le délai moyen de paiement.
Et donc là, on a fait un bon janvier, on a réussi à faire payer, mais de manière générale, c'est plutôt stable. Et puis, on pourrait ajouter le retard moyen de paiement. D'ailleurs, est-ce que je l'ai inclus ici? Eh bien, la réponse est non, mais je vais le faire. Ok. À partir de là, on peut s'insérer le premier graphique. Donc pour celui-là, vu qu'on a des données temporelles relativement serrées, hein, c'est chaque semaine, je propose qu'on se fasse une courbe plutôt qu'un histogramme. Donc on va aller dans insertion et puis on va choisir une petite courbe avec marque et on va transvaser ça et commencer à le personnaliser dans notre thème. Donc là, je l'avais mis à peu près ici, hein, vers la ligne 9. Non, vers la ligne 12 pour être plus précis. Donc là, je le fais un petit peu de manière à ce que ça tienne bien dans ma résolution d'écran. Donc si j'utilise des mesures et que vous n'avez pas forcément le même écran, la même résolution que moi, bah, ça ne marchera pas. Donc à vous d'adapter aussi à ce que vous avez comme écran. Et donc personnellement, j'ai du 7,62 sur 18,6 pour celui-là. D'ailleurs, c'est même pas là, hein, c'est plutôt le deuxième dans la ligne 27 à peu près. Tac. Voilà, là on est mieux. On commence par le bas, c'est pas très traditionnel, mais ok. Alors première chose, le fait qu'on ait la légende qui s'appelle Total, on va l'enlever, donc on va désactiver la légende. Et on va désactiver aussi les boutons de champ, donc les petits boutons gris. Et puis surtout, je vois que vu que j'ai des valeurs négatives, c'est pas très pratique d'avoir les numéros de semaine en plein sur la courbe. Donc je vais faire un clic droit sur, non pas, ouais, on va mettre en forme une série de données, mais je vais recliquer sur, non pas la courbe, mais mon axe. Et je vais venir dans les trois petites barres étiquette et je vais lui dire de me les éloigner, donc pas à côté de l'axe, mais en bas. Comme ça, j'ai de la place. Et ensuite, je vais personnaliser la courbe qui m'a l'air un peu trop épaisse, en enlevant bien sûr au passage le quadrillage. Et ensuite, je vais cliquer sur n'importe quel point de ma courbe. Je vais lui changer la couleur, donc on va revenir sur notre thème un peu marron. Alors, est-ce que celui-là c'est bon? Non, peut-être un peu foncé à mon goût. On va aller sur un cran en dessous. Ou non, peut-être un peu trop clair. On va aller sur le marron classique, celui-là fera l'affaire. Et puis on va baisser la largeur de notre courbe. Alors ce que je recommande, c'est entre 1,5 et 1,75. Après, c'est mes goûts personnels. Maintenant, il reste les gros points orange, pareil. Alors, tel que j'aime bien le faire, je vais lui donner une bordure marron en très plein, mais par contre, un remplissage blanc. Donc là, ça fait un peu des points qui sortent de la courbe, donc ça a l'air plutôt harmonieux. Et ici, je vais l'appeler flux net de trésorerie hebdomadaire. Alors ce que j'aime bien faire également, c'est rendre le titre un peu plus petit. Et peut-être, ouais, même encore plus petit que ça, ouais, mais ça fera l'affaire. Et enfin, on va se faire un petit bord arrondi. Donc on va aller dans bordure ici, angle arrondi, aucun trait, histoire de rendre ça le moins agressif à l'œil possible. Donc ça, c'est notre premier tableau. On peut attaquer le deuxième tableau, c'est la trésorerie nette mensuelle, le premier graphique, pardon. Là, en l'occurrence, j'étais parti sur une aire. Donc une aire, c'est un type de courbe, sauf qu'on voit tout ce qu'il y a en dessous. Et puis pareil, je vais le transvaser. Je vais le mettre du coup ici.
vers la ligne 12. Ouais, ça tombe parfaitement. Et puis, je lui donnais une largeur de 18,6 comme tout à l'heure. Je vais aller enlever les boutons de champ. Bien sûr, pas de quadrillage, pas de légende inutile. Je vais même enlever l'axe vertical. Pourquoi? Parce que je veux lui ajouter des étiquettes de données, mais je remarque que voilà, c'est un peu trop précis. Ces étiquettes de données, elles ont tendance à se chevaucher. Donc ce que je vais faire, c'est aller retourner sur Port Pivot pour créer une mesure de la trésorerie nette, mais en milliers d'euros. Donc je vais dans ma table des mesures, et puis je vais l'appeler trésorerie en K euros, et c'est la trésorerie nette divisée par 1000, hein, tout simplement. Et là, on va mettre en nombre entier. Donc sur ce genre de graphique, on veut plutôt avoir l'ordre de grandeur. Et donc ici, au lieu d'avoir le détail, on va mettre la version K euros à la place de la version trésorerie nette tout court. Et donc là, tout de suite, nos étiquettes sont un peu plus visibles. Je vais bien sûr aller plus loin en mettant une couleur marron, un petit peu comme tout à l'heure. Et puis, vu que le noir sur marron, ça se voit pas très bien, je vais venir sur mes étiquettes et leur mettre un fond remplissage uni. Et plutôt que marron, je vais partir sur un marron plus clair, peut-être celui-là. Et on est plutôt pas mal. Et ici, on va l'appeler trésorerie nette mensuelle en K euros. Et pareil, je vais utiliser un petit peu ça. Je vais utiliser le pinceau, on va voir si ça marche. A priori, il n'y a pas de raison pour laquelle ça ne marcherait pas. Et oui, voilà. Et il ne reste plus qu'à mettre les angles arrondis et aucun trait. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc là, on va pouvoir attaquer la source des encaissements. Donc je vois que c'est deux graphiques différents, mais qui sont un peu stockés sur le même rectangle. Donc je vais m'insérer un rectangle ici. Donc je vais dans insertion, forme, un rectangle à bord arrondi, donc au milieu en haut, coin arrondi. À chaque fois je dis bord arrondi. Je vais le faire comme ça. Je vais le couper, je vais le coller pour qu'il soit bien aligné avec l'autre. Et puis là, je me suis noté, alors pour mon écran, c'est 15,61 sur 10,13. Bien sûr, l'idée pour vous, ce ne sera pas forcément d'avoir la mesure exacte, mais d'avoir exactement la hauteur des deux graphiques empilés. Je vais baisser l'angle ici parce que trop arrondi, c'est pas beau. Et puis, je lui donner aucun contour et un remplissage blanc pour rester harmonieux avec mes graphiques. À partir de là, alors peut-être un peu trop loin, ouais. Voilà, c'est mieux. À partir de là, je vais insérer mes graphiques. Donc là, en l'occurrence, vu que on n'a que deux catégories ici, je pense qu'un secteur fait très bien l'affaire. Donc un camembert, hein, pour le nom un peu plus vernaculaire. Je vais le couper, le coller ici. Pile au-dessus, je vais lui donner exactement la même largeur, mais je ne vais pas retoucher sa hauteur. Donc là, a priori, sa largeur, pour encore une fois, c'est 10,13. Comme ça superpose bien. Alors là, du coup, il dépasse un peu à cause des angles pas arrondis.
Donc là, si je mets aucun trait, là, on dirait presque que c'est le graphique qui est lui-même, qui est bon. Alors, ensuite, en termes de création, si je fais modifier les couleurs, est-ce que j'ai un monochrome marron? Celui-là. Celui-là fait très bien l'affaire. Ou alors, est-ce qu'on peut le faire dans l'autre sens? Ouais, je préfère quand même. Ici, je vais bien entendu enlever les boutons de champ. Et puis, je vais faire passer la légende en haut. Ici, je vais l'appeler encaissement par type. Et puis, bien sûr, je n'ai pas besoin de gros titres. Je vais juste faire la même et puis ajouter, bien sûr, des étiquettes de données. Alors, ouais, on va faire ajuster, hein, je pense que c'est le mieux. Par contre, je voudrais, dans mon format qui me montre que le pourcentage, j'ai envie de voir une répartition plus qu'autre chose. Je vois que c'est pas si visible que ça, donc pareil, je vais lui donner un fond ou un remplissage uni, peut-être en marron clair comme ça. Non. Celui-là, encore plus clair. Peut-être même le mettre en gras, donc là je peux le faire depuis accueil et augmenter la taille. Voilà, c'est très bien. Ok, maintenant que c'est fait, on peut s'attaquer à l'autre type. Donc là, on a beaucoup trop pour faire juste un secteur, hein. Et oui, un secteur, un camembert, bah, ce sera juste une roue de la fortune avec autant de trucs. Donc on va s'insérer plutôt un graphique en barre. Donc on va aller dans les barres 2D. Là, le problème, vu que tout est négatif, il va falloir le personnaliser un peu. Donc je vais le transvaser d'abord et après on va, on va le faire. Alors pareil, je vais le faire bouger, je vais le faire glisser vers le bas. Parfait. Pareil, la mesure c'est 10,13. La largeur, hein, pas la mesure, c'est deux choses différentes. Par contre, je vais lui dire, d'abord sur mes options, de bien m'inverser l'axe. Valeur en ordre inverse, comme ça on a quelque chose de cohérent. Et pareil pour les étiquettes. Si je mets haut, ça change rien. Si je mets bas, oui, c'est normal. Ah non, je vais mettre haut. Comme ça, il ne met pas ça sur mes barres. Donc là, c'est bon. Je retire la légende. Je retire le quadrillage. Je retire les boutons gris. Bouton de champ, pardon. Je dois dire bouton gris. Pareil, on va mettre un petit coup de pinceau. Bien sûr, je ne veux pas qu'il s'appelle total, mais décaissement par type. Je reviens sur mon axe horizontal, je le masque et ensuite je vais changer bien sûr la largeur de l'intervalle. J'aime bien 30% pour les graphiques en barre ou 40. 40 c'est pas mal. Je change la couleur bien entendu, hein, pour rester dans mon thème un peu marron. Et puis je vais lui ajouter les étiquettes de données. Alors ici, on n'a pas assez de place pour le mettre en bord extérieur, donc on va faire bord intérieur. Et puis, on va lui dire de nous mettre ça
en blanc, pourquoi pas. Donc là, je vais le faire d'ici, hein. Et en gras. Peut-être même en plus gros que ça. L'ennui, c'est que pour les valeurs trop petites, on voit pas tout le chiffre. Donc là-dessus, on va lui donner un fond, malheureusement. Remplissage uni. Et c'est peut-être un peu trop gros. On va rebaisser la police. Et là, on y voit plutôt bien. À partir de là, il ne reste plus qu'à enlever les bordures et mettre les angles arrondis. Et là, on a une belle illusion. On a l'impression que j'ai inventé un nouveau type de graphique. Ensuite, on peut attaquer les délais moyens de paiement et les créances clients avant de s'occuper de ce qu'il y a tout en haut. Ok, donc on s'attaque maintenant au délai moyen de paiement en jours. Donc pareil, on va retourner sur nos calculs. Et puis, on va sélectionner le tableau correspondant. On va insérer le graphique qui va avec. Là, je pars sur une courbe avec marque. Et pareil, je vais le transvaser, le mettre ici. Alors, je vais l'approcher un petit peu. Puis, je vais reprendre. Donc là, on était sur du 7,62 sur 18,6. Donc, on reste sur du 18,6. Encore une fois, ces mesures-là ne sont pas à reproduire nécessairement si vous avez une résolution d'écran différente ou une taille d'écran différente. Alors, première chose, comme d'habitude, pas de bouton de champ pour moi, pas de quadrillage, pas de légende, même type de titre que le graphique à côté, avec un petit coup de pinceau. Délai moyen de paiement par mois. Et ensuite, je vais enlever l'axe vertical comme d'habitude et je vais personnaliser un petit peu cette courbe. Donc on va faire un clic droit, mettre en forme une série de données. Et puis, alors comme d'habitude, j'aime bien une courbe un peu plus fine. Ouais, 1,5 me paraît pas mal, comme pour l'autre, je crois. Ouais, 1,5 exactement. Par contre, on veut un petit marron pour rester cohérent avec notre thème. Et puis, pas de lissage. On va partir plutôt alors sur une bordure marron pareil, avec un fond blanc pour la marque. Et enfin, des étiquettes de données que je vais mettre au-dessus. Et il ne reste plus après qu'à ajouter les angles arrondis, enlever le plus parce qu'il me gêne, et mettre aucun trait. Et c'est un graphique de plus qui est réalisé assez rapidement. Pour peu qu'on ait le bon tableau croisé dynamique qui va avec. Donc je vais l'éloigner peut-être un peu plus vers la droite. Après on pourrait faire une distribution horizontale, mais on va laisser comme ça pour l'instant. Ok, ensuite, il nous reste le dernier graphique, créance client et nombre de factures. Donc j'ai mis le nombre de factures en courbe et les créances clients en histogramme dans la correction. Je vais peut-être partir sur exactement l'inverse. On va voir. On va voir. Donc là, en l'occurrence, c'est ce tableau-là. Et je suis parti sur un combiné. Et puis, alors, je vais tester, hein, bien sûr, le visuel. Forcément, vu qu'on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur, eh bien, on a une courbe qui ne décolle pas du sol, alors que
les barres sont plutôt hautes. Mais pour l'instant, on va commencer par personnaliser tout ça, pas de quadrillage. Les légendes, on va les garder, mais on va les mettre en haut. Et bien sûr, comme d'habitude, pas de bouton gris. Alors je vais mettre aussi le 18,6 pour rester cohérent avec mon visuel. Ici, pas de bouton de champ. Et on va voir si c'est pertinent d'inverser les deux séries. Alors je vais le faire pour voir. Donc c'est dans création, modifier le type de graphique. Et je vais mettre les factures en attente en histogramme. Alors que on va plutôt partir sur une courbe pour les créances clients. Forcément, les histogrammes sont inexistants. Donc je vais tenter de mettre l'un des deux en axe secondaire. Et donc on a une double échelle. Ok, ça me paraît cohérent en vrai. On a une double échelle tant qu'on va mettre les étiquettes de données. Alors je vais partir sur un marron un peu plus clair pour le nombre de factures et une courbe lisse et fine. Et marron plus foncé pour les créances réelles. Et bien sûr, je vais faire des largeurs de l'intervalle plus petites, 50%, dans le but d'ajouter des étiquettes de données en intérieur base. Comme ça, on voit bien nos chiffres. Alors, je vais tenter de mettre une bordure également. Peut-être une bordure un peu plus marron comme ceci. Ouais, ça me paraît pas mal, c'est pas horrible. Et maintenant que j'y pense, ouais, peut-être que des marques seraient pas mal en vrai. Et donc ici, je vais ajouter des marques. Donc remplissage uni. Option des marques, bien sûr, il en faut. Je vais mettre en automatique. Couleur blanc. Couleur marron. On va voir ce que ça donne. Ouais. Et puis pour celle-là, je vais ajouter des étiquettes de données au-dessus. Et là, j'ai un petit problème. C'est que les chiffres se chevauchent un peu trop. Alors, peut-être que si je masque les axes comme je l'ai fait tout à l'heure, donc étiquette, non pas à côté de l'axe, mais aucun. Et ici, pareil, non pas à côté de l'axe, mais aucun. Ça n'a pas l'air de résoudre le problème des étiquettes qui se chevauchent. Donc, j'ai ajouté une petite mesure pour avoir une version en milliers d'euros. Comme ça, je peux voir de plus près mes créances clients. Donc ici, je l'avais déjà fait. Alors, pour la trésorerie nette, j'ai juste pris la trésorerie nette, j'ai divisé par 1000. Je vais faire exactement la même chose. Créance client en K euros. Et là, je vais lui dire que je veux diviser mes créances clients, donc les 35 000 à la fin, par 1000. Quoique c'était... Ouais, c'était ça, ouais, ça finit sur 35 000, mais... Ok, oui, c'est ça, pardon. Et puis on va mettre en nombre entier. Pareil, on peut fermer. On va aller sur notre tableau croisé dynamique, ce qui va nous valoir quelques modifications de plus sur le graphique. Et puis, je vais échanger créance client par créance client en K euros. J'enlève ça. Et donc là, dans mon tableau de bord, forcément, ça change le type de graphique. Ce n'est pas grave. On va aller dans création.
modifier le type de graphique, graphique combiné, et les créances clients, on va les remettre en courbe, alors que l'autre sera un histogramme. Ok, voilà pourquoi je l'avais inversé. Ouais, ok. Bon, bah du coup, on va remettre en histogramme ici. Et une courbe avec marque ici. Et donc là, pour ce qui est des étiquettes de données, je vais les mettre au-dessus plutôt qu'à côté. Donc là, on y voit mieux. On va refaire la personnalisation. Ce n'est pas grave. Donc là, on repasse à 1,5. On remet la couleur marron. Par contre, les marques rouges, pas un énorme fan. Je vais lui mettre un remplissage blanc et un contour marron. Et pour ce qui est de notre histogramme, on va bien sûr ne pas mettre de l'orange, mais repartir sur notre marron clair, même plus clair que ce que j'ai fait tout à l'heure, j'aime bien. Et puis bien sûr, les étiquettes de données en intérieur base. Et puis un petit lissage pour rendre la courbe un peu plus belle à voir. Et j'imagine ici qu'on n'a pas forcément besoin d'un titre du graphique. On voit très bien avec la légende que c'est créé en client et les factures en attente. Donc ici, je vais juste remettre mes angles arrondis et enlever la bordure du graphique. Et on peut considérer qu'on a fini les graphiques de ce cas pratique. On va s'occuper derrière de nos segments et puis enfin de nos cartes de KPI. Donc les segments, je les avais déjà préparés au début du cas pratique quand j'ai fait, au début du cas pratique quand j'ai créé mon premier tableau croisé dynamique. Ils sont ici. Je vais juste les transvaser et après je vais en faire un beau style ou un style qui me convient. Je vais le coller ici. Et c'est parti. Donc je n'ai plus besoin de cette fenêtre. Mise en forme du segment. Ok. Et puis je vais les disposer. Donc je vais faire en sorte qu'ils aient la bonne hauteur. Donc à la limite, alors, hop, je vais le coller un peu plus haut pour me permettre d'ajouter de la hauteur. Je vais le faire un peu plus large. Et je vais lui augmenter le nombre de colonnes. Donc là, j'en veux 3. Bon, les vides, je n'ai pas besoin de les voir. On verra dans le niveau 2 comment faire un beau tableau de bord sans les vides, justement. Et on va coller celui-là ici. Et celui-là, bien sûr, il aura tout le reste de la largeur de mon écran. Pourquoi? Parce que je compte lui donner 12 colonnes, étant donné qu'il y a 12 mois. Comme ceci. Ok, et je vais lui donner exactement la même hauteur. Donc là, pour les années, on est sur du 1,93. Alors on va faire exactement la même pour le mois. Et ils sont déjà plus ou moins alignés. Alors maintenant, je vois qu'ils n'ont pas de bordure et ils sont marrons. Est-ce que j'ai un thème marron? Eh bien la réponse est non. Est-ce que j'ai un thème marron un peu plus foncé? Alors oui, mais pas sans les bordures. Donc déjà, je vais partir là-dessus. Mais je vais me créer un style un peu plus personnalisé en le dupliquant. Je vais l'appeler marron sans bord, dur. Et donc, en termes de segmentier, je vais lui dire pas de bordure. Voilà, sinon autrement,
pas besoin. L'en-tête, j'ai pas besoin d'avoir un en-tête noir aussi gros. Donc là, c'est plutôt une question de police. Je vais le mettre en 9 peut-être. Et en couleur marron. Et en normal. On va tester ça. Et sinon, est-ce que j'ai besoin de changer autre chose? La réponse est pas vraiment. Donc là, je vais chercher mon nouveau style, marron sans bordure. Ok, étant donné qu'on a une police un peu plus grosse, un peu plus petite, pardon, on peut se permettre d'avoir une hauteur de bouton un peu plus grande. Et peut-être que sur les boutons sélectionnés avec données, je mettrai la police en gras. Voilà. Je trouve ça quand même un peu plus beau et un peu plus lisible. Je vais faire pas la même chose parce que j'ai déjà créé mon style. Je vais juste appliquer le même style sur mon année. Et bien sûr, je vais lui donner exactement la même taille de bouton. Et puis, alors là, on a le problème de, forcément, même si on n'a pas de bordure, eh bien on voit très bien que c'est des segments séparés. Donc on peut s'insérer un rectangle à coin arrondi, qui fera à peu près cette taille. Quelque chose comme ça. Tac. Et puis, alors peut-être un peu moins haut. Et puis surtout, on va lui donner le remplissage blanc, sans contour, et en arrière-plan, pour qu'il soit en dessous de mes segments. Et ça rend plutôt pas mal, même si je bougerais peut-être le segment année un peu plus à droite, pour moins voir que ça dépasse. Et on est plutôt pas mal, et puis on peut déjà tester. Donc en 2025, ok. Février 2024. Très très bien, c'est exactement ce que je veux, que tous mes graphiques soient filtrés par les deux segments. Maintenant, il ne reste plus qu'à s'occuper des en-têtes. Donc les petites cartes, je vais m'occuper d'abord des cartes blanches et puis je vais finir par le titre qui va servir de bouquet final. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un rectangle à coin arrondi. Je vais l'insérer un petit peu au hasard. Tac. Peut-être un peu trop large. Comme ça, c'est mieux. Et puis, je vais le couper et le coller pour qu'il coïncide bien avec le haut de la ligne 2. Maintenant, je vais baisser l'angle d'arrondissement. Ouais, quelque chose comme ça. Et là, pour le coup, j'étais parti sur du blanc. Je vais partir sur toujours du blanc. Donc, format de la forme. Remplissage blanc, pas de contour. Et puis ici, je vais aller, alors si je revérifie, j'avais écrit directement en Aptos Black et en marron. Donc je vais mettre Aptos Black et en termes de police, marron. Trésorerie net en K euros. Et puis ensuite, je vais insérer un deuxième rectangle pour aller chercher la valeur. Donc ici, je vais insérer un rectangle comme ceci à peu près. L'idée c'est que ça dépasse pas, parce que dans tous les cas, on va le mettre en blanc et sans contour. Et on va aller chercher les données. Sauf que ici, je n'ai pas encore créé les données. Donc je vais le faire tout de suite. Donc là, il va s'agir juste de créer des tableaux croisés dynamiques avec aucun découpage, juste les valeurs directement. Donc là, je veux pas la trésorerie nette en K euros, mais la trésorerie nette tout court. Tac. Je vais enlever la trésorerie nette en K euros.
s'il veut bien. Voilà. Et donc là, si je regarde dans mes résultats à obtenir, j'ai des cas euros, effectivement. Donc, je vais faire un format de nombre. Je vais aller dans personnaliser et je vais lui dire dièse, espace dièse, dièse 0. Plus loin, K. Alors, je vais mettre des guillemets juste pour pouvoir ajouter un espace entre le chiffre et le K et l'euro. Et donc là, il me dit 397 K euros. Ici, je vais partir aussi sur de l'Aptos Black. Bon, je devrais le rechanger dans tous les cas après, donc ça ne servit à rien. Donc là, on ne peut pas cliquer directement dans notre TCD. On va cliquer à côté, petite astuce, et puis rechanger l'adresse. Et pareil, du coup, on va le mettre en marron, en Aptos Black, et surtout en plus gros que ça. Ça me paraît pas mal. Peut-être, ouais, un cran en dessous. Maintenant, effectivement, j'ai mis une petite icône sur chaque carte. On peut faire la même, ce n'est pas obligatoire. Donc, on va aller dans les icônes. Et puis, par exemple, on va dire tirelire. Hein. Alors, est-ce qu'il va trouver? Sinon, je vais chercher commerce peut-être. Est-ce qu'il trouve des choses intéressantes? Non. Est-ce que c'est... Si je tape argent... Alors, il est un peu capricieux sur les icônes. Hein. Certaines icônes sont trouvables avec certains mots-clés, mais pas d'autres. Et donc là, pareil, je vais la rendre un peu plus petite, cette icône. La mettre ici. Alors, beaucoup plus petite même. Pas besoin d'une grosse icône. Je vais la mettre en marron clair. À peine visible, parce que c'est pas forcément la donnée qui nous intéresse. Et puis, je vais dupliquer tout ça autant de fois qu'il faut. Donc là, si je regarde dans mes résultats à obtenir, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Donc autant de tableaux croisés dynamiques à créer. « 6 et 7. D'ailleurs, on réajustera bien sûr l'espacement et la largeur de mes cartes pour éviter le problème de ce dépassement de moitié. Donc on va voir ça tout de suite après avoir fini tous les TCD et toutes les cartes. Donc là, on part non plus sur les flux nets de trésorerie. Hop. On va copier ça, on va le coller un peu en dessous. Et puis, au lieu de trésorerie, on va mettre flux net. Flux de trésorerie net. Et puis pareil, on va utiliser un petit coup de pinceau pour mettre exactement le même format de nombre. Et ici, ce n'est plus B7 du coup, mais B10. Et pareil, on va mettre un petit coup de pinceau pour reproduire la mise en forme de l'autre rectangle. Alors, par contre, vu que c'est un flux, il faudrait peut-être ajouter un plus ou un moins selon le cas. Dire voilà, j'ai gagné 377 000. Donc c'est un flux, c'est pas forcément un compte en banque, c'est pas de l'argent qu'on voit directement. Donc on va faire un format de nombre un peu plus précis que ça. Et donc on va mettre plus 377 euros, point virgule, et puis l'inverse avec moins. Alors je vais copier ce que j'ai déjà écrit, comme ça
J'ai pas besoin de le refaire une deuxième fois. Et puis on valide. Et donc là, on a bien notre plus 377K euros. Maintenant, je changerai bien d'icône en vrai. Donc là, on n'est plus sur de la trésorerie nette, mais flux de trésorerie. Il n'y a pas besoin de préciser en cas euro en fait. Ouais, j'ai changé d'avis. Comme ça, on a plus de place pour notre icône. Et surtout, on voit très bien qu'il y a un K et un euro en dessous. Et ici, pareil, on va aller chercher l'icône. Alors là, j'étais parti sur quoi? Sur une espèce de transaction. Donc, il me semble que je l'avais vu tout à l'heure en cliquant sur commerce. Que je ne vois plus. Assez curieusement. Mais je vais le réécrire. Et c'était celui-là, effectivement. Oups. C'est pas ça que je voulais bouger. Hop. En l'occurrence, là, j'ai mis combien de taille? 1,01. Allez, on va baisser à 1. Voilà, comme ça, on fait simple. 1 cm pour tout. On va le mettre à peu près ici. Et on va lui changer la couleur. Donc ensuite, après le flux de trésorerie, on avait les encaissements. Hop, pareil, je vais enlever ça. On va le mettre en dessous encore. Et total encaissement, je l'avais mis où? Ici. Et puis pareil, on va lui donner exactement le même format. Alors pas le plus, parce que dans tous les cas des encaissements, ça peut être que positif. Et pareil, donc là on est sur B13. Et puis un petit coup de pinceau pour remettre le même format. Une petite icône. Donc là, on va repartir sur commerce, hein, il me semble. Je partirai bien sur une caisse enregistreuse. Alors, est-ce que je la vois ici? Non, je ne la vois pas. Et si, je la vois, elle est là. Alors, à partir de là, je vais continuer à faire mes cartes en hors champ parce que ça va être à chaque fois la même méthodologie, le même travail. Et le but, c'est pas d'être trop réparatif, mais bien de montrer comment ça se fait. Et puis le reste, c'est que de la reproduction d'exactement la même manipulation. Donc, je propose qu'on se retrouve juste après que j'ai fini de créer toutes les cartes. Très bien. Maintenant, je viens de terminer de créer les cartes. Donc à chaque fois, même principe, je reprécise au cas où. Je crée le tableau croisé dynamique, je mets la mesure qui va avec, éventuellement un format de nombre. Et ensuite, je reviens ici, j'ai dupliqué, je fais juste égal et je change le titre. Donc là-dessus, ça n'a pas changé. Maintenant, il reste la question de l'alignement parce que j'ai l'impression que mes cartes dépassent un peu et du coup, bah, ça gâche un peu tout. Et donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est regrouper toutes les cartes dans un seul groupe. Comme ça, je peux les aligner ensemble. Donc là, je vais faire ça comme ça. Je sélectionne l'icône, je sélectionne les rectangles. Format de forme, grouper. Et sans oublier le chrono. Grouper.
de forme groupée. J'accélère le mouvement si je peux. Encore 2 cartes à grouper. Et ce sera bon. Et maintenant que j'ai des groupes, je peux les traiter qu'un seul objet. Quand je bouge, ça bouge tout. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais bouger le groupe le plus à droite, un peu trop à gauche, et puis je vais l'aligner avec le graphique, à droite. Et ensuite, je vais sélectionner tous les groupes, un par un, et je vais lui dire de me le distribuer horizontalement. Donc l'ennui ici, c'est que eh bien, mes groupes ont tendance à se chevaucher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous les sélectionner et les rendre légèrement moins larges. Donc pour le coup, on va le réaligner à droite. Donc non, pas comme ceci. Je vais sélectionner le graphique encore une fois, aligner à droite. Et puis je refais la distribution. Ah, ne pas oublier de désélectionner le graphique, sinon il va considérer qu'il est dans la distribution. Et cette fois, on obtient toutes les cartes bien alignées. Et puis, il ne reste plus que le grand final de ce tableau de bord, un petit titre. Donc là, j'ai fait tableau de suivi de trésorerie. Je vais faire exactement la même. Je vais lui insérer un rectangle à bord arrondi, à peu près. Tac. Je vais le couper, je vais le coller en B2. Je voudrais qu'il fasse la largeur de la colonne B parce que je l'ai préparé exprès pour, ou peut-être même plus en vrai. On va l'approcher des autres. On va bien sûr baisser l'angle. Et puis, je vais aller dans format de forme. Je vais voir un petit peu la hauteur du grand rectangle qui fait 5,60, non, 2,73. Je vais lui donner exactement la même. Histoire de rendre ça harmonieux. Et ensuite, je vais lui donner un contour marron, un fond aucun, et peut-être un contour un peu plus épais. C'est très bien. Et puis enfin, je vais écrire en Aptos Black, en centré horizontalement et verticalement, et peut-être en 14, et en marron, tableau de suivi de trésorerie. Et puis, on vient de terminer ce niveau 1 de ce tableau de suivi de trésorerie avec les beaux graphiques. Donc on se fait une petite photo finish en activant les onglets uniquement. Et puis on peut considérer qu'on a réussi un plutôt beau tableau de bord. Un petit détail au niveau du remplissage de mes étiquettes de données. Je pouvais également augmenter la transparence du remplissage et non pas de la bordure. Comme ça, on voit bien la frontière de chaque barre. Peut-être autour de 50%, ce serait pas mal. Non, 40%. Hein. Et c'est officiellement terminé. Donc nous, on se retrouve soit dans le niveau 2 de cette saga de tableau de suivi de trésorerie, soit dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur.